Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, je vais réagir ici à une vidéo de Sébastien Kouba. Même pas réagir, c'est pas par rapport à sa vidéo ici, mais sa vidéo me permet ici d'introduire un concept bien particulier, peut-être d'ajuster un élément en particulier par rapport à cette formule-là, parce qu'on tire à peu près la même conclusion ici. Donc, la formule magique, donc le titre de la vidéo, c'est la formule mathématique qui bat le S&P 500. Donc, on l'appelle généralement la Magic Formula ici, c'est Joel Greenblatt qui l'a énoncé ici, dans le livre, comment on appelle encore ça, le livre... le petit livre qui bat le marché, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, cette formule-là, si vous l'appliquez, je vous encourage à aller voir cette vidéo, d'ailleurs, pour comprendre à peu près quel est le principe derrière, même s'il pourrait y avoir certains ajustements ici par rapport au PER. En fait, c'est la formule qu'il utilise, en fait, c'est un PER, mais c'est un PER inversé. Donc, ici, entre avoir le prix divisé par le bénéfice net, on met plutôt le bénéfice net divisé par le prix, c'est qui nous donne un rendement. Donc, le yield ici, donc, ils appellent ça généralement earning yield, mais le PER fonctionne également parce que si vous inversez, vous retrouvez à peu près la même information. Et le ROIC, ici, je ne sais pas, enfin, peut-être qu'ici, il n'a pas bien expliqué, mais le ROIC en question, selon Joel Greenblatt, la formule de Joel Greenblatt doit être ajustée. On va aller regarder ce ROIC là tantôt tout à l'heure. Ça me permet d'introduire ici cette notion de ROIC, d'accord, de ROIC, on va le dire comme ça, parce que ROIC, c'est un peu un nom barbare, de ROIC, on va aller l'affiner tantôt pour voir à peu près qu'est-ce qui est inclus dans cette formule-là, parce que c'est très important, la formule du ROIC. Donc, ça me permet cette vidéo, justement, me permet de rebondir sur une question qui m'a été posée ici, sur Allo Compta, d'accord, Allo Compta, généralement, le principe est simple, vous me posez des questions d'ordre général en dehors de combien est-ce que cette compagnie vaut, combien est-ce que cette compagnie-là vaut, est-ce que tu peux analyser tel ou tel... Non. Ici, c'est vraiment on rentre en profondeur. L'avantage, tu peux me poser une question comme c'est quoi l'avantage, quels sont les types d'avantages concurrentiels ici, c'est quoi la différence entre le ROE, le ROA, est-ce qu'il vaut mieux l'utiliser telle ou telle chose, bref, vraiment des questions spécifiques. Je pensais même d'ailleurs que c'est le genre de vidéo qui allait vous intéresser, ou ce genre de direct qui allait vous intéresser, parce que ce sont des directs quali ou sur lesquels on apprend énormément de choses, mais bon, vu le nombre constatant le nombre de vues ici, semblerait-il que vous préférez plutôt qu'on parle ici du top 10 ou bien des top, je sais pas moi, combien est-ce que vaut cette entreprise en date d'aujourd'hui, des vidéos qu'on a déjà fait des centaines et des centaines de fois, pour ne pas dire des milliers de fois, et c'est vrai parce que je parle de milliers, parce qu'on a plus de 1000 vidéos ici. Donc, mais heureusement que ce n'est pas le nombre de vues qui nous drive, parce que j'aime bien ce type de vidéo-là, parce que ça me permet également, en expliquant quelque chose à quelqu'un, ça me permet également moi-même ici de mieux comprendre le concept derrière. Ok, donc j'adore ces vidéos-là. Donc, ici, on avait parlé du ROIC. Et si vous vous rappelez bien, la raison pour laquelle cette formule-là me touche particulièrement, c'est parce que je l'ai utilisée. Et d'ailleurs même, je l'utilise même toujours, pas aussi assidûment qu'avant, mais en fait, ça me sert juste de screener particulier. Et même si je déteste les screeners, mais je sais à peu près utiliser, j'ai la prétention de savoir, de savoir à peu près comment l'utiliser. Parce que si vous suivez la règle générale comme indiqué dans le livre, à savoir sélectionner le top des entreprises qui apparaissent ici, peut-être le top 20, le top 15, le top 40, dépendamment du nombre d'entreprises que vous voulez avoir en portefeuille, et rebalancer, je sais pas moi, chaque 6 mois ou bien chaque année ici, ça ne va peut-être pas fonctionner. Et tout simplement parce que ces entités-là vont avoir tendance ici, certaines périodes, vous allez retrouver des entreprises cycliques. Qu'est-ce qu'une entreprise cyclique? Ici, vous allez trouver une entreprise cyclique parfois ici en haut de cycle. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des PER très bas, un retour sur investissement des capitaux assez élevé parce qu'elle gagne beaucoup d'argent de manière exceptionnelle. Si vous allez sur la formule en question, vous allez regarder ici, je vais vous donner le nom de quelques entités. Muller Industries, MLI, gagne beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui, mais ce n'est pas durable. Ok? Si vous allez regarder ici le ticker symbole de la compagnie, c'est une belle entreprise, hein? Ne nous méprenons pas. Mais elle gagne beaucoup d'argent ici parce que le prix d'un produit qu'elle vend ici a augmenté littéralement parce que le prix de la matière première ici permet de fabriquer ce produit-là a augmenté. La demande également a été élevée. Ça lui a permis ici d'augmenter ces prix-là. Mais une normalisation va avoir lieu. Donc, je pense qu'on a déjà analysé Muller Industries ici. Vous allez voir que les marges brutes ont augmenté, ce qui est exceptionnel. Ça ne veut pas dire que l'entreprise a un pricing power qu'elle peut maintenir jusqu'à la fin des temps, même si dans son domaine d'expertise ici, elle est parmi les meilleures entreprises. Okay? Dites-vous également qu'elle gagne beaucoup d'argent aujourd'hui. Et donc, quand vous allez prendre la formule magique de la compagnie, et la formule magique ici, si on revient sur le principe de base, il y a deux entités. Donc, il y a le earning yield, qui on va savoir ici le bénéfice net divisé par la capitalisation boursière. Donc, si on le fait par exemple ici, le earning yield ici de MLI,
sera à peu près de combien? Je vais prendre ici le bénéfice, on va prendre le bénéfice, le free cash flow, 618 millions, d'accord? Je vais le prendre ici comme ça, 618 millions, divisé par ceci, la capitalisation boursière, à savoir 6 milliards 130 millions. Je le fais ici derrière mon écran et je vous montre à peu près où est-ce que se trouve le chiffre en question. Vous allez avoir un rendement de 10%. Enfin, vous multipliez le chiffre, vous allez trouver 0,1, mais multiplié par 10, par 100 pour trouver le chiffre en pourcentage, le nombre en pourcentage. Ici, ça vous donne à peu près 10%. Donc, ce qui veut dire ici que si j'achète ces compagnies en date d'aujourd'hui et qu'elles me reversent à peu près 618 millions à la fin de l'année, j'aurai un rendement de 10% par rapport à la capitalisation boursière actuelle. Et si elle arrive à rapporter le 618 millions en question sur les années à venir, j'aurai en moyenne 10%. Mais justement, c'est ça le problème. Les années à venir, il y a de fortes chances que le PER soit moins élevé que ça. Le multiple ici le free cash flow soit moins élevé que ça parce que la période actuelle est exceptionnelle. Et si vous vous basez sur la formule, vous allez avoir tendance à l'acheter parce qu'elle paraît sous-évaluée. Du point de vue ROIC, et encore le ROIC ici doit être ajusté parce que sur la formule de Greenblatt, et j'adore ce ROIC là, je préfère le ROIC de Joel Greenblatt par rapport au ROIC classique ici parce que ça permet de comparer les patates avec les patates. Et un bon exemple ici, c'est, on va prendre Coca-Cola, ok, on va prendre Coca-Cola et Pepsi, on ferme, voilà, ok, et Pepsi, ok, et vous allez voir ici que selon le ROIC sur Coifin, et encore le calcul de Coifin, que je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, vous pouvez aller le retrouver en cliquant ici, il y a une partie ici, en allant à ce niveau, si vous allez trouver à peu près l'index, vous allez pouvoir retrouver l'information en question. Vous allez voir ici que le ROIC de Pepsi et de Coca-Cola, Pepsi a un ROIC plus élevé que Coca-Cola. Mais c'est faux en fait. Je pense que Coca-Cola a un ROIC, enfin pas que c'est faux. Selon cette formule, les deux ont à peu près la même tendance. Mais en réalité, si vous regardez en profondeur, si vous utilisez ici le ROIC de Joel Greenblatt, vous allez trouver que Coca-Cola a un ROIC supérieur à 100%. Littéralement. Supérieur à 100% parce que la formule et vous pouvez vous amuser à aller regarder ça sur Guru Focus, la formule du ROIC ici de Joel Greenblatt prend en considération 1. C'est pour ça que quand vous utilisez les ratios, très important, toujours, je dis bien, c'est très important de connaître à peu près le ratio, il est constitué de quoi? Ici, vous avez les résultats de 2013, ok? Alors, on prend cette entreprise, quand vous comparez les deux ici en 2013, d'accord? En 2013, ici, la compagnie Pepsi a un ROIC, selon Coifin, de 14,8%, alors que Coca-Cola, c'est 11,85%. Ça, c'est selon le calcul de Coifin. Et le ROIC de Coifin est un tout petit peu différent parce que l'invested capital, ici, le ROIC, c'est le NOAP, donc le bénéfice opérationnel avant intérêt, après taxe. D'accord? Donc, bénéfice opérationnel après taxe, avant intérêt, on appelle généralement ça le NOPAT. Ok, vous pouvez le retrouver ici, le NOAP. Pour ceux qui font soin du DCF, vous savez que c'est un truc très classique. Donc, vous savez également, l'EBIT également peut servir de raccourci. Ok, donc on peut se dire ici que c'est ici le numérateur sur ce chiffre, sur le ROIC, la version de Coifin, le numérateur ici c'est le NOAPT ou le NOPAT, donc NOPAT, ok, qu'on peut également traduire. L'EBIT peut également être l'équivalent ici, pour faire simple. Mais dans EBIT, ici, on n'a pas encore enlevé les taxes, donc faites attention. Donc, c'est le numérateur. Le dénominateur, c'est l'invested capital. Or, le calcul d'invested capital est très important ici parce que sur cette formule, invested capital égale à net fixed asset plus net working capital. Ok, c'est la formule. Net fixed asset plus net working capital selon Greenblatt. Mais selon Coifin ici, parce qu'il y a plusieurs façons de calculer le ROIC. D'accord? Selon Coifin ici, l'invested capital, c'est 1. Dette à long terme. 2. Plus dette à court terme. Plus les loyers, operating lease, s'il y en a. Je pense bien. Ou bien, je pense que c'est comme ça que ça dit exactement. Plus, je pense que c'est ça, plus, excusez-moi, operating lease, plus
Net Fixed Asset. Donc, il y a 4 éléments. Donc, vous allez prendre le NOAP ou bien l'EBIT divisé par ces 4 éléments pour trouver le ROIC selon Coifin. Donc, c'est-à-dire que si la dette est élevée, il y a de fortes chances ici que le ROIC soit très bas, surtout si les chiffres ne changent, le numérateur ne change pas. Mais le ROIC de Greenblatt permet de comparer les patates avec les patates. Donc, ça prend uniquement les actifs à court terme de la compagnie, donc current asset, donc le besoin en fonds de roulement, ce qui est important pour une entité ici à court terme, ainsi que les actifs fixes de la compagnie, les immobilisations fixes, tangibles. C'est pour ça que vous allez retrouver ici, Coca-Cola va avoir un chiffre de 277% en 2013. Donc, Coca-Cola utilise moins d'actifs pour générer ce niveau d'EBIT par rapport à Pepsi. Donc, Coca-Cola ici est plus efficiente que Pepsi. Et ça peut être vrai parce que Coca-Cola a moins d'actifs en réalité si vous regardez bien cette compagnie-là. Le cash également influence ce calcul-là. Le calcul est simple. Vous prenez le current asset moins current liability. Vous allez trouver ici à peu près aux alentours de 4 milliards par là. Moins le cash, vous allez trouver moins 11 milliards. C'est ce qu'on vous met ici là. C'est ce qu'on vous met ici comme net working capital. Moins 11 milliards. Et rappelez-vous, le calcul du net invested capital selon Greenblatt est de net fixed asset, donc à savoir le 14 milliards en question, le net working capital. Or, le net working capital, il est négatif parce qu'il y a plus de cash. Ça va réduire la valeur des actifs fixes, ce qui nous donne ici un chiffre bien plus élevé. D'accord ? Donc, si on prend en considération le cash, le rendement sera plus élevé ici. Donc, vous comprenez donc que si le cash diminue, ça aura une influence négative sur la valorisation. Toutes choses étant égales par ailleurs, ça aura une influence négative sur ce chiffre. OK ? Mais ça nous permet de comparer également ici les entreprises avec les éléments qui comptent vraiment, à savoir, je ne dis pas que la dette ne compte pas, etc. Mais voilà, on peut avoir la structure de la dette différente ici, dépendamment des business. OK ? Mais j'aime bien la formule de Greenblatt. Une fois que vous avez compris cela, d'accord ? On va avancer. Maintenant, sur une de mes vidéos, la première vidéo que j'ai eu à faire sur YouTube date de 2015. OK ? Cette vidéo-là, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne Top Dividende, qui est ma chaîne secondaire. Et sur cette chaîne-là, j'ai 7 vidéos. On prend classées par rapport aux plus anciens. Vous allez retrouver celle-ci. Ma tête n'avait pas trop changé. Enfin, elle n'a pas trop changé. Alors, les 2 entités qu'on mentionne ici faisaient partie de la formule magique de Joel Greenblatt en 2015. Donc, vous avez quelqu'un qui l'a utilisé à cette période-là. Et le constat était simple. C'était un investissement catastrophique pendant très longtemps. Parce que Civeo existe encore aujourd'hui. Le business model de Civeo est simple. C'est essentiellement ici, quand vous travaillez dans les compagnies pétrolières ici, par exemple au Canada, qui exploitent ici le pétrole, je pense que c'est le pétrole de schiste ou le gaz de schiste, vous allez voir ici qu'on travaille généralement dans des zones éloignées. Or, il faut loger le personnel en question. Donc, Civeo ici a des logements temporaires qui managent. Donc, c'est un peu comme des hôtels, mais voilà, on peut voir c'est généralement ici des trucs, des mobil-homes, etc. Donc, c'est son business principal. Donc, à l'intérieur, elle offre ici des services de restauration, de blanchisserie, etc. C'est le business model de Civeo. Donc, vous comprenez donc que dans ce business model-là, quand le prix du pétrole a un prix assez élevé, et remettez toujours les choses dans leur contexte, nous sommes en 2015. Le cycle le plus haut, le cycle de pétrole ici aussi, un pétrole à $100, je pense en 2014, on avait un pétrole à $100. Donc, on a encore les bénéfices de 2014. D'accord, la formule se base encore sur les bénéfices de 2014 et un tout petit peu sur les bénéfices de 2015. C'est à partir de fin d'année 2015, début d'année 2016 que ça a commencé à aller mal. OK? Ça s'est réellement vu au niveau des rapports financiers. Donc, c'était un tout petit peu en retard. Donc, cette formule-là a tendance à avoir énormément d'entreprises cycliques. Ne l'oubliez pas. Donc, quand on vous mentionne une entreprise comme Muller ici, c'est une compagnie qui est cyclique, qui gagne beaucoup d'argent aujourd'hui, qui apparaît dans la formule comme étant sous-évaluée. Pourtant, elle ne l'est pas. Il faut normaliser les résultats. Donc, quand vous prenez Civeo, vous allez voir ceci. Donc, quand moi je rank sur Civeo, le 9 mars 2015, nous avons ceci. C'est à peu près aux alentours de $35. Aujourd'hui, c'est $24,98.
Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a gagné du cash. Elle avait également une énorme dette qu'elle a dû rembourser entre-temps. Et pendant un long moment ici, l'entreprise ne gagnait pas beaucoup d'argent. OK, pourtant, elle avait des obligations. Mais c'est une entreprise, c'est une très belle entreprise parce qu'il y a une entreprise pareille, en période difficile, qui ramène des cash flows positifs dans le secteur pétrolier. Ça veut dire qu'elle a quelque chose de spécial. OK? Donc aujourd'hui, quand vous allez regarder cette compagnie, on va vous dire, oh, elle s'échange à 6 fois les bénéfices, etc. Normalisez les résultats. Je pense qu'elle est sous-évaluée. Mais quand on avait amorcé le cycle baissier, le dernier cycle baissier avec Civeo, elle avait une dette assez élevée. Déjà à cette période-là, il me semble qu'elle avait fait l'acquisition d'une autre entité, etc. Et on avait également fait un spin-off parce que Civeo appartenait, je pense, à la compagnie qu'on appelle OIS. OIS, est-ce que ça existe encore? Je pense que c'était Oil State International, si ma mémoire est bonne. Donc, allez-y vérifier, hein, parce que vous savez que sur cette chaîne-ci, quand on vous donne une information, vous allez vérifier, d'accord? Comme ça, au moins, vous savez que quand vous allez lire les rapports financiers, il faut toujours être sceptique par rapport à l'information qu'on vous donne, ok? Donc, vous allez toujours aller vérifier. Donc, ici, on avait une dette de 495 millions, d'accord? Donc, pendant toutes ces périodes, si on ne pouvait pas payer le dividende, enfin, c'était mieux de rembourser la dette, etc. Donc, on devait manager toute la période baissière. On a également dû lever du capital, etc. pour que l'entreprise puisse survivre. Et Civeo s'en sort plutôt bien aujourd'hui, de telle sorte que les free cash flow ont eu tendance à rester positifs ici, en moyenne du 55 millions. Donc, pour moi, Civeo est sous-évalué même aujourd'hui. C'est un business qui peut rapporter en moyenne du 55 millions par là. Si on est trop pessimiste, même on pourrait même se dire 40 millions. Et 40 millions par rapport à la capitalisation actuelle, d'accord, ça donne à peu près aux alentours ça donne plus de 10%. Donc, si VO, si elle apparaît dans la formule magique, je vais d'abord ajuster les résultats par rapport à la moyenne. Parce que ça reste un business cyclique. Donc, pendant toute cette période-là, pendant toute cette période-là, CVO n'a presque rien fait. Est-ce que ça veut dire ici que vous n'aurez pas pu gagner de l'argent dessus? Non, ça ne veut pas dire ça. Parce que si vous avez continuellement racheté, etc., je pense que vous serez en plus en date d'aujourd'hui. Parce que si vous, à un moment donné, c'était 5 $ l'action. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas fait d'argent dessus, justement, parce que je n'ai pas tenu cette compagnie-là jusqu'à cette période. J'ai tout simplement dévié, changé de stratégie derrière, privilégié des entreprises moins cycliques et j'ai appris à normaliser les résultats, ce qui m'a permis ici d'identifier mon erreur. Heureusement que je ne le faisais pas avec des grosses sommes à cette partie-là. C'était encore mes débuts dans l'analyse ici quantitative, parce qu'avant ça, je faisais du trading, ok? Chose que je ne fais plus aujourd'hui, ou bien l'analyse technique, ça ne m'intéresse plus. J'adore lire les rapports financiers. Donc, pour revenir à la formule magique, pour pleinement l'utiliser, il faut l'ajuster. Et si vous ne me croyez pas, regardez également ici, il y avait un blog que je suivais à l'époque également qui utilisait la formule magique, qui testait la formule magique ici, comme c'est écrit dans le livre, et ça ne s'est pas bien passé. Et vous avez un autre blog comme celui-ci, qui également avait tendance à l'utiliser. Regardez, le Original Portfolio date de quand? 10 février 2017. Regardez les entreprises qu'il a en portefeuille. Franchement, HR Block est là depuis la nuit des temps. Et HR Block, c'est un business qui est en train de mourir. C'est un business ici mature, de distancié. Enfin, c'est pour les taxes. Donc, généralement, ici, c'est une entreprise qui fait beaucoup d'argent, je pense, au premier ou au deuxième trimestre par là. Elle aura toujours tendance à être dans la formule magique. Parce que si on va la regarder ici, elle est là depuis la nuit des temps. OK? Mais maintenant, qu'est-ce que le management fait quand elle gagne de l'argent? C'est un business qui est en train de... Voilà. Sérieusement, c'est un business qui est mature, il n'y a pas vraiment de croissance dessus, et c'est souvent également ce type d'entreprise que vous allez souvent voir dans la formule magique, mais ce sont des entités qui crachent du cash, littéralement. Elles rachètent massivement ces actions, pendant ce temps, elles versent un dividende, le bénéfice net, et il a l'air plutôt stable depuis la nuit des temps, et aujourd'hui, on vous vend ce business à 6 milliards 800, alors que c'est un business qui peut dégager à peu près du 400 millions par là, en moyenne. OK, et je pense qu'à un moment donné, le marché le marché vous a proposé ce business à un prix bien moins élevé que ça. Donc, voilà une entreprise ici qui a acheté en 2017, dépendamment de la période, en février 2017, c'est quoi février 2017? Ici, si vous prenez la performance jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas grand-chose. Même dividende réinvesti, je ne pense pas qu'on ait gagné grand-chose. Enfin, vous n'avez pas perdu d'argent dessus. Je pense que vous avez au moins doublé vos capitales dessus, si je ne me trompe pas. À dividende réinvesti, bien sûr. OK? Vous avez des business pareils. Ce ne sont pas des business sexy, mais ce sont des business qui crachent littéralement du cash. Et elle est encore dans la formule aujourd'hui. Elle apparaît encore dans la formule magique. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller vérifier. On le fait ici, devant vous. Je mets 50 millions. On vérifie. Je tape CTRL HRB. Est-ce qu'elle apparaît? Oh, ouais. Ben, elle a disparu aujourd'hui. C'est pas plus grave que ça. Mais essayons de la regarder à peu près parce qu'on va prendre ici les entreprises ici qui sont à peu près aux alentours de 300 millions, histoire de voir si elle apparaît justement. Parce que je sais qu'elle apparaît. HRB.
Voilà, HR Block. Elle apparaît encore aujourd'hui. Et ça fait au moins 7-8 ans qu'elle est dessus. Altria, ça fait des années qu'Altria est dessus. Donc, toutes les entreprises qui sont dans cette formule magique ne sont pas bonnes toutes ces entités-là ne sont peut-être pas adéquates pour un portefeuille à long terme. Et le fait de rebalancer le portefeuille chaque année, franchement, ça prend des frais inutilement. Et ce n'est pas quelque chose à faire réellement. Je pense qu'il vaut mieux uniquement identifier les entreprises extraordinaires parce qu'il y en a généralement ici. Meta apparaissait ici, Google apparaissait ici, Apple que j'ai acheté vers la période aux alentours de 2016-2017 apparaissait dans la formule magique. Oui, Apple apparaissait, Meta apparaissait, la compagnie, la DDS, comment on l'appelle, Dillard. Excusez-moi si je parle beaucoup, mais c'est parce que ça me permet ici de pouvoir parler d'un outil que j'aime bien, mais qui est très mal utilisé. Vous pouvez aller voir les commentaires sur la vidéo de Sébastien Coubard. Je pense que les gens n'ont pas trop compris le concept derrière. Quand vous lisez un livre, on vous donne une formule magique entre parenthèses, vous avez le droit de la manipuler comme vous voulez, l'ajuster, la tourner à votre propre sauce. Et c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de formule magique d'ailleurs, ça n'existe pas. Mais le concept fonctionne très très bien. Sur toutes ces entreprises, sur les 50 entités en question, il y a au moins 2 entreprises que je pourrais accepter de garder pendant très longtemps. Malibu Boats, très belle entreprise, cyclique, qui gagne peut-être beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui, mais si vous normalisez, vous trouvez que ça reste une entreprise sous-évaluée. Manpower est dans un secteur d'activité ici qui est sous-évalué depuis la nuit des temps. Vous allez retrouver également IPG ici, qui est sous-évalué depuis la nuit des temps. La même chose que Omnicom. D'accord? Ces entités-là, Medifast, faites attention, c'est un business qui est peut-être qui est en pleine difficulté en date d'aujourd'hui, qui ne mérite pas avoir une place dans n'importe quel portefeuille en date d'aujourd'hui. Donc, il faut aller au-delà des chiffres. Questionner ces chiffres-là, ok? Vous allez voir une entreprise qu'on appelle DDS. DDS, c'est Dillard. Ce n'est pas un business sexy, mais Dillard avait une particularité. À une période ici, Amazon, quand Amazon arrive, qu'est-ce qu'Amazon tue en premier? Les entités qui souffrent en premier, ce sont les department stores. Les entreprises ici dans lesquelles ce sont des grands magasins, des grandes surfaces sur lesquelles vous pouvez retrouver un département ici... quincaillerie, un département ici bijouterie, un département ici, je sais pas comment on appelle ça, vente de chaussures de sport, etc. Parfumerie. Donc, il y a plusieurs, c'est pour ça qu'on appelle les department stores, un département litérie, etc. Donc, c'est plusieurs magasins, c'est plusieurs petits magasins dans une grande surface. OK? Et Dillard a une particularité, c'est que c'est un department store, mais les magasins de Dillard lui appartiennent, donc appartiennent à l'entité. Et les magasins ont été achetés il y a très très longtemps. C'est une entreprise qui est gérée par la famille jusqu'à aujourd'hui. Et pendant que les department stores comme Macy's, qui existent encore aujourd'hui, comme Macy's c'est un department store, ok, ça ne se passe pas bien pour Macy's en date d'aujourd'hui. DDS, pendant tout ce temps-là, DDS crachait littéralement du cash parce que c'est un business qui est bien géré. Malgré le fait que on est du Amazon, etc., c'est un business qui est bien géré. Sears, ça fait faillite entre-temps. Mais cette compagnie-ci a continué à cracher du cash en moyenne 245 millions par an. Et vous savez ce qu'ils ont fait avec? Racheter massivement leurs actions. De telle sorte que, je pense qu'à une certaine période, on a eu ici un short squeeze de 27 $ à peu près 447 $ en moins de... C'est quoi? Ça fait combien de pourcents ici, si on calcule? C'est... En moins de 4 ans, vous aurez pu multiplier vos sommes de départ ici par 17, 18. En moins de 3 ans. Et c'est une entité qui était sous-évaluée pendant très, très, très longtemps. Si vous prenez ici le free cash flow yield, un chiffre que j'adore, sur la valeur d'entreprise, vous allez retrouver ici qu'en moyenne, c'est 8% depuis à peu près 2010. Et c'est bien qu'on mentionne le free cash flow yield ici parce que je vais vous parler également de Apple qui avait également un free cash flow yield élevé pendant très très longtemps. Je dis Apple entre 2017 et entre 2015 et peut-être 2020, vous aurez pu l'acheter tous les jours, littéralement. Avec la croissance encore inclus à l'intérieur. Donc, vous avez également certaines entreprises exceptionnelles comme du Apple qui apparaissent dans cette formule-là. Donc, le but ici, quand vous utilisez cette formule, il ne faut pas faire comme le livre l'indique ici, à savoir sélectionner les meilleures, les 10 premières, les 20 premières, les 30 premières, ou bien les mieux classées. Donc, les mieux classées, généralement, ici, c'est de la première, c'est la mieux classée ici, à la dernière, c'est la moins bien classée. Par rapport à ce chiffre d'affaires, si minimum,
Ça ne veut pas dire que celle-ci est moins bien que celle-ci. Non, pas du tout. OK? C'est juste un classement lambda. OK? Ça ne veut pas dire qu'elle est moins. Il faut également prendre en considération la croissance. AMC crache littéralement du cash, mais c'est un business qui est en difficulté entre parenthèses. OK? Mais qui va se faire acheter. Paramount apparaît encore ici. Donc, il faut savoir ici que quand je vais sélectionner une entité, je dois connaître le narratif. Je dois savoir à peu près quelle est la raison fondamentale au-delà des chiffres qui m'encourage à choisir cette compagnie-là. Et quand je dis au-delà des chiffres, au-delà de la formule, CVS, je l'ai encore aujourd'hui, je la garde précisément. Mackesson apparaissait ici. Amerisus, et vous connaissez, regardez les premières vidéos que j'ai fait sur la chaîne Top Invest. J'ai parlé de Mackesson, Cardinal Hills et Amerisus Bergen qui a changé de nom aujourd'hui, qui s'appelle Cencora. Ces entreprises-là sont encore sous-évaluées en date d'aujourd'hui et qui crachaient littéralement du cash. Donc la formule fonctionne. Mais elle ne fonctionne pas sur toutes les entreprises. Ça ne veut pas dire que vous allez acheter toutes les entreprises ici selon le classement et les mecs dans votre portefeuille. Non. D'accord? Non, non, non. Si vous faites ça, vous allez avoir tendance à vous retrouver ici avec des bras cassés. D'accord? Des entreprises qui n'en valent juste pas la peine ou bien qui sont très cycliques. Donc, il faut l'ajuster en conséquence. Et vous allez voir ici que cette partie-ci, ça, ce sont les premières. Gilead est là depuis la nuit des temps. Pourtant, Gilead a un médicament qui soigne. Et quand vous guérissez, vous n'avez plus besoin d'acheter des médicaments de Gilead. En plus de cela, le brevet arrive à expiration bientôt. Donc, si vous faites un screener, vous allez toujours retrouver une compagnie comme Gilead. Hewlett Packard, c'est une entreprise mature. À savoir, ici, c'est quoi? Des ordinateurs portables ici, des PC, des tablettes. Donc, c'est un business ici, voilà. Il n'y a pas une grosse croissance derrière, mais la pandémie a changé, nous a permis de voir ici qu'on avait peut-être besoin de plus le volume moyen ici d'appareils commandés dans le monde aura tendance à se maintenir à long terme. Et c'est un business qui a eu tendance ici à fusionner, donc il y a moins de compétiteurs, donc on peut contrôler les prix. Au-delà ici d'un segment elle a un segment ici, à savoir le segment imprimerie, d'imprimante ici, où elle vend généralement des consommables, qui fonctionne également très bien. Donc chacune de ces entreprises, il y a une histoire derrière. Et je vous dis que en utilisant cette formule-là et en l'ajustant un tout petit peu, en allant au-delà des chiffres, vous allez pouvoir identifier certaines belles entités. Vous allez voir ici qu'il a eu tendance ici à modifier ce portfolio, etc. Mais il a toujours des entreprises, entre parenthèses, des entreprises de merde dans ce portefeuille-ci. Si j'avais eu tendance à sélectionner, j'aurais peut-être eu, par exemple, quand moi je prends cette formule, d'accord, j'aime toujours regarder à partir de 10 milliards et plus. Voilà. Parce que voilà, je me dis, on peut autant faire de l'argent avec les small qu'avec les mid, qu'avec les big capitalisations. On l'a déjà vérifié ici plusieurs fois. Mais si je prends ici les 10 premières entreprises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, Cencora, je vous en ai parlé, je pourrais la prendre. Ensuite, Builder First Source, faites attention, c'est dans le secteur ici de la construction, même s'il y a un déficit de maisons aux États-Unis, ça pourrait être ici une tendance de fonds ici de croissance à long terme. Donc, il faut l'acheter. Si vous l'achetez ici, n'allez pas avec une grosse partie de votre portefeuille. Bristol Myers Squibb, brevet. OK? Booking Holding, magnifique entreprise. Je pense qu'elle est sous-évaluée encore aujourd'hui. Best Buy, elle crache du cash, mais voilà, je vais dire, je n'aime pas trop la vente au détail. La même chose avec Bath & Body Works, je n'aime pas trop la vente au détail. Altria, ouais, pourquoi pas. OK? Et ensuite, juste sur le top 10, vous voyez ici que j'élimine déjà plus de la moitié. Maintenant, CGI, c'est une excellente entreprise. Cheniere Énergie, c'est un très bon business, mais qui rapporte beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui. Et tant que le cycle ne se normalise pas, vous allez avoir tendance ici à penser que l'entreprise est extrêmement sous-évaluée. Elle est peut-être à la limite correctement évaluée, mais c'est un business qui a de l'avenir à long terme. Oui. Cisco, magnifique. Cognizant, magnifique. Comcast, on en a parlé dernièrement. CVS, moi, j'aime bien CVS. Expedia, même histoire que Booking.com, mais peut-être avec ici une petite modification. Vous allez voir, Gilead apparaît encore. General Mills, faites attention. Je ne pense même pas que c'est un business qui devrait vous intéresser. Kenvue, ça dépend. Keurig Dr Pepper. Peut-être intéressant à aller regarder. Je l'ai mentionné dans le live en question parce que je n'avais même pas remarqué qu'elle était sous-évaluée. OK? Donc, il y a des entreprises que vous incite ici peut également être assez intéressant. Donc, Snap-on, sous-évalué. Snap-on est sous-évalué. Donc, sur cette liste-ci, Cigna également est sous-évalué. Donc, dans cette liste, je vais avoir tendance à identifier peut-être 5 ou 10 entreprises intéressantes. Vous pouvez également prendre du Ulta Beauty, très belle entreprise. Mais si vous allez prendre du Valero, Valero gagne beaucoup d'argent aujourd'hui parce que les marges de raffinage sont élevées, etc. C'est la même histoire que Esso. Même si Valero, selon moi, a plus de valeur que Esso à long terme ici. OK? Donc, il faut affiner la formule si vous voulez qu'elle fonctionne pour vous et ne pas juste l'appliquer bêtement et faire à peu près ce que la formule préconise ici, à savoir rebalancer ici après un an, etc. Non, 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 non. Prenez-la,
dérouler toutes les entreprises. Par exemple, si je prends la formule ici, si je prends les entreprises qui ont 50 milliards de capitalisation boursière, OK? Voilà à peu près celles qui apparaissent. Maintenant, dans ce 50 milliards, à moi de faire le travail de tri derrière. Donc, je vais aller ligne par ligne identifier pourquoi est-ce que l'entreprise gagne beaucoup d'argent ici aujourd'hui. Est-ce que c'est durable? Caterpillar gagne beaucoup d'argent alors que c'est cyclique, tout simplement parce que les segments finaux de Caterpillar, sont lesquels? Les compagnies minières. Même si on a également un segment énergie, etc. Mais elles gagnent beaucoup d'argent ici parce que les compagnies minières gagnent de l'argent. Et les compagnies minières gagnent de l'argent, pourquoi? Parce que le prix de la commodité à un niveau assez élevé. AutoZone est sous-évalué. J'en ai parlé, j'ai fait une note d'analyse sur AutoZone. Automatic Data Processing également est sous-évalué. J'ai fait également une note d'analyse dessus. Donc, si je prends les 50 milliards en montant, je trouve également d'autres entités. Troisième, vous connaissez les problèmes, mais troisième, je pense qu'en entité séparée aura bien plus de valeur en date d'aujourd'hui. Un peu l'histoire avec General Electric. Motorola également, c'est une belle entreprise. Ça pourrait être intéressant. Medtronic, on en a parlé. Donc, vous voyez qu'en augmentant Roper Technologies, je ne pense pas qu'elle soit sous-évaluée, mais ça peut être une entreprise intéressante à suivre. TGX, excellente entreprise. Vertex, même si je n'aime pas les biotech, mais Vertex peut être une entreprise intéressante à suivre. Et tout ceci, tout a été mentionné sur la chaîne. Donc, ça apparaît dans la formule magique. Donc, la formule magique, si vous allez questionner le pourquoi des résultats actuels chez chacune de ces entreprises-là, vous allez avoir tendance à vous en sortir au moins avec une ou deux entités extraordinaires. Faites-moi confiance. Enfin, doutez de tout, mais laissez-moi vous dire, pour quelqu'un qui a eu tendance à l'utiliser et qui, à certains moments, a souvent tendance, je passe au moins ici une fois par an, juste pour, au minimum, hein, on va le dire comme ça, au moins pour regarder ce qu'on me propose. Mais je sais derrière que je dois faire un travail d'analyse supplémentaire au-delà des chiffres de la formule. Mais j'adore cette formule-là parce qu'elle m'a permis d'identifier de très belles entités. Apple, je l'ai eu ici. McKesson, je l'ai eu ici. CVS, je l'ai chopé ici. Booking, j'avais mentionné Booking, on était aux alentours de $1000, n'est-ce pas? Vous vous rappelez sur la chaîne? C'était il n'y a pas très longtemps. C'était ici. Donc, si vous arrivez à choper une seule entreprise, ça vaut largement ici la formule en question. Et la formule en question, en réalité, c'est juste avoir un retour sur investissement des capitaux assez élevé et acheter une entreprise qui a un retour sur investissement des capitaux en moyenne assez élevé à un prix très bas. Ok, si je prends du ADP et qu'on calcule ADP par rapport... Et vous allez voir une chose qui est intéressante. Je vous ai mentionné Snap-on ici, n'est-ce pas? Je ne vais pas... Regardez juste la tendance des bénéfices nets de Snap-on. Est-ce que j'ai besoin de parler? Regardez la tendance des bénéfices de McKesson, qui était sous-évalué pendant très longtemps, avec des problèmes très spécifiques. Est-ce que j'ai besoin de parler? Regardez une entreprise comme Cigna, et je vous mentionne que Cigna est sous-évalué. Est-ce que j'ai besoin de parler? On a déjà... Regardez KDP. KDP, Kering Dr Pepper. Est-ce que j'ai besoin de parler? Regardez la tendance des bénéfices nets. Et le prix vient vous chercher à un moment donné. Acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Même si la croissance n'est que de 7%, ça reste une belle entité. Intéressante à aller suivre. Donc, dans la vidéo en question, je remercie Sébastien Poubard de l'avoir soulevé, de l'avoir présenté en date aujourd'hui. Ça me permet ici de rebondir un tout petit peu et de pouvoir un tout petit peu m'accrocher dessus, d'ajuster certains éléments et de vous dire qu'à la fin de la journée, cette formule-là fonctionne. Mais ça demande un tout petit ajustement. N'allez pas la prendre bêtement, comme par exemple ceux qui vont prendre la Graham Formula, qui n'est plus adapté en date d'aujourd'hui, ou bien des gens qui vont prendre le ROE et l'appliquer sur toutes les entreprises. Or, le ROE n'est peut-être plus adapté sur certaines entités. Par exemple, prendre du ROE sur Apple, je veux dire, vaut mieux utiliser le ROIC, d'accord? Mais le ROE est déterminant pour les banques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important. Il faut avoir tendance à ajuster. On ne peut pas prendre une formule bêtement comme ça, ok? On essaie d'abord de comprendre sur quoi elle se base, quel est le calcul derrière. Et après ça, on essaie de voir maintenant si elle convient par rapport à notre stratégie à long terme. Moi, je pense qu'elle me convient. Mais je n'achète pas une entreprise en me basant uniquement sur la formule. Il y a un travail derrière qualitatif. Et c'est ça qui fait une analyse fondamentale complète. Donc, ceux qui se plaignent de la formule ici, à savoir rebalancer, je ne pense pas que vous n'avez peut-être pas compris que vous pouvez faire ce que vous voulez pour que cette formule-là fonctionne pour vous. Ne faites pas, le site en question, ne faites pas exactement comme cette personne-ci. Le site s'appelle Magic Formula Experience. Si vous ne me croyez pas, allez voir à peu près ce qu'il a fait ici. Vous pouvez voir ici que vous allez vous retrouver des entreprises, entre parenthèses, parfois des entités de merde. Il a du Moderna, le mec.
Peut-être que Moderna va s'en sortir, mais il a beaucoup de biotech. Énormément de biotech. Mastercraft, peut-être, mais j'aurais préféré Malibu Boats. Il y a certaines entreprises intéressantes, d'autres, voilà, je me dis, on aurait peut-être dû ajuster un tout petit peu. Et la personne se plaint que ouais, la formule ne fonctionne pas, mais j'ai dû l'ajuster, etc., machin. Je pense que l'utiliser pendant 5 ans et faire le constat 5 ans plus tard, c'est un peu difficile. Je pense que c'est un business ici. En tout cas, par rapport à la formule, après la débâcle 2015, je pense qu'à partir de 2016-2017, je l'utilisais déjà d'une certaine manière. OK ? J'avais compris qu'il fallait absolument que je sélectionne, j'élimine manuellement certaines entités après avoir lu les rapports financiers. Et c'est ça qu'il faut faire. Sélectionner uniquement celles qui ont des avantages concurrentiels, qui ont un pricing power, ou bien qui pourraient développer des avantages concurrentiels à long terme. Bref, j'ai assez parlé, je voulais faire à peu près 15 minutes sur cette vidéo aussi, mais cette formule-là fonctionne, elle fonctionne. Si vous voulez, faites un test, quelqu'un n'a qu'à ouvrir une chaîne YouTube, faire le test ici avec la formule uniquement. Vous allez voir que que ce soit des entités à dividendes ou pas, vous allez vous en sortir généralement avec des entreprises intéressantes. Dès le moment où si vous essayez un tout petit peu d'aller au-delà des chiffres, ok ? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir, ok? Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et là, comme je dis encore, conclusion est simple. La formule magique fonctionne si vous l'ajustez un tout petit peu. Et l'ajuster, c'est aller au-delà des chiffres et ne pas uniquement l'appliquer comme c'est écrit dans le livre. Et je recommande ce livre-là qui est un excellent livre. Je dis bien un excellent livre. On s'arrête là.